Notre invité, vous l'appréciez, vous saviez combien il se bat pour défendre notre beau patrimoine, c'est Stéphane Bern. Bonjour Stéphane. Bonjour Damien, bonjour à tous. Merci Bonjour. d'être là. Mathilde, bonjour. Ce qu'on ne s'est pas vu, hein. Vous étiez avec Maya en début d'émission, donc bienvenue Mathilde. Stéphane qui publie Les énigmes de l'histoire, le Louvre, édition Fayard. On apprend, comme d'habitude avec vous, Stéphane, plein de choses, plein d'anecdotes que j'ignorais personnellement dans ce livre. On y arrive dans quelques instants, mais on démarre par une petite chronique qu'on a lancée en début de saison. Ça s'appelle du tac au tac, Stéphane. Très bien. Donc, si c'est pas un jeu à gratter. Je vous pose des questions. Vous Il faut répondre assez rapidement et de façon concise. Il est vif. Stéphane Bern comprend tout. J'espère l'être pour répondre aux questions. Surtout. On y va. Allez, c'est parti. À quel moment ou quelle occasion, devant votre miroir, vous pouvez vous dire « Oh, c'est le petit musée des horreurs ». Ça commence. Ça devient tous les matins. Bienvenue au club. Est-ce qu'il vous arrive de dire « Oh, c'est pas Versailles ici ». Oui. C'est vrai. Chaque fois que je rentre chez moi. C'est pas Versailles ici. Ah, j'adore. On va l'isoler. Votre juron préféré, Stéphane? Purée. Oh, c'est soft. Ouais. C'est très bernien comme Je le juron. dis souvent. Vous auriez pu être sous le charme de quel personnage historique? J'aurais bien aimé rencontrer Mazarin ou Richelieu, parce que j'aime bien les éminences grises, plus que les souverains, quoi. Les imitateurs qui vous parodient, honnêtement, ça vous flatte, ça vous agace ou ça vous indiffère? Non, c'est plutôt flatteur, et puis parfois ça m'amuse. Le Bret, Laurent Gérard, merveilleux, voilà, tous. Votre plus gros défaut, Stéphane? Impatience. Votre plus belle qualité? Je suis fidèle en amitié. De quelle période de votre vie vous pourriez dire « Oh, c'est la Bérésina » Oui, il y en a beaucoup. Là, maintenant, physiquement, uniquement. Et alors, vous voyez où en 2063? Dans ma tombe. Mais non, vous aurez 100 ans en 2063. Justement, j'espère. Rigolez, vous serez encore là. Ah, ouais. Vous publierez des livres qu'on lira avec plaisir. Merci d'avoir joué le jeu, Stéphane. Votre livre, donc Les énigmes de l'histoire, le Louvre, édition Fayard. Je le disais, on apprend plein de choses. On va commencer par ces images sublimes, Stéphane, évidemment, images aériennes du Louvre. 9 millions de visiteurs par an, ce musée actuellement. Il vous inspire quoi, ce musée du Louvre, là, quand on le voit comme ça, spontanément? C'est le plus grand, le plus beau musée du monde. Mais ce que les gens oublient, au fond, c'est que ça a été d'abord une forteresse et un palais. Et qu'on le voit évidemment pour des œuvres, mais ce qui est important, pour moi, c'était important de revenir aux sources, de raconter l'histoire de ce palais qui est connu et d'abord son nom, pourquoi il s'appelle le Louvre. D'abord parce qu'il y avait évidemment des chiens il y avait une louvrerie pour combattre, parce qu'il y avait des loups qui étaient tout autour. Donc, c'était la campagne. Viendrait a priori. Tout le monde n'est pas d'accord. Tout le monde n'est pas d'accord, mais la plupart des historiens pensent que c'est évidemment, ça vient de louvrerie, parce qu'il y avait effectivement des chiens pour combattre les loups. Ouais. Mais c'est toute l'histoire. Et d'ailleurs, ce que je trouve formidable dans les restaurations récentes des grandes salles, c'est qu'on revoit apparaître les appartements d'Henri II, de Catherine de Médicis, d'Anne d'Autriche. C'est quand même là où enfin elle a eu... Ah oui, là, ça. Regardez, alors justement, donc c'est bien. C'est une forteresse. C'est ça. Moi, j'ignorais. Donc c'était avant d'être évidemment ce musée ou cette résidence royale dont on va en parler. C'était une forteresse. Donc pour se protéger, c'était pourquoi alors Pour se protéger. Et puis c'est le moment où Philippe Auguste se battait contre Richard Cœur de Lion, qui lui avait fait sa forteresse de Château-Gaillard puisqu'il était duc de Normandie, il voulait damer le pion aux Français. Donc le roi de France avait besoin de montrer aussi sa puissance. Et Paris commençait à être un peu une sorte de capitale, donc il fallait vraiment défendre. Et il y avait très peu de choses sur la rive gauche. Ça se passait à l'époque sur la rive droite. Mais on voit encore, notamment le Louvre de Charles V. Quand vous descendez dans les sous-sols du Louvre, c'est grâce aux travaux qui ont été faits à partir des années 80 sous François Mitterrand, 1984-85, qu'on a dégagé la forteresse. Donc on voit encore les tourelles, on voit celle de Charles V. C'est fabuleux, il faut vraiment descendre dans les gorges du Louvre. Les entrailles du Louvre. Les entrailles. Alors c'est ensuite devenu une résidence royale, ça ne vous a pas échappé, j'ai quand même noté que ça y allait au niveau de la bagatelle, là-bas, ça y allait fortement. Dans toutes les chambres. Oui, franchement, d'abord parce que, vous savez, il fallait faire des enfants, parce que c'est pour assurer la continuité dynastique. Mais cela dit, Louis XIII et Anne d'Autriche ont mis du temps, 26 ans avant enfin, puis c'est un soir d'orage, vraiment il n'y avait pas de chauffage, ils se sont dit, on va tout le monde les pousser à la roue, si je puis dire, et donc ils se sont retrouvés, ils ont fait un Louis XIV. De Louis XII, de Louis XIII, mais du coup Louis XII. Oui. Alors Louis XII, il est mort d'épuisement.
Ah oui. Au boulot, parce qu'il avait une jeune femme de 18 ans, il avait 52 ans, Oui. et il est mort d'épuisement sexuel. Il est mort d'épuisement, oui, c'est des choses qui C'est arrivent. ballot, c'est bête. Non, mais c'est ballot, c'est des choses qui arrivent, regardez. Jolie mort, Oui, finalement. oui, ça arrivait même à un certain président de la République, vous vous C'est souvenez? vrai, mais Félix Faure. Félix Faure, oui, Félix Faure, bien sûr. François Ier, il a joué quel rôle au Louvre? François Ier a joué un rôle considérable parce que c'était une forteresse qui avait des relents de Moyen Âge au fond. Et il fallait en faire une résidence de Renaissance, évidemment. Tout ce qu'il aimait, lui qui revenait d'Italie. Et en 1540, il reçoit son pire ennemi, qui était Charles Quint. Et là, il se dit, je ne peux pas le recevoir dans une forteresse qui a encore des relents de forteresse du Moyen Âge. Et donc, il a transformé considérablement le Louvre à ce moment-là pour recevoir Charles Quint. Et d'ailleurs, Charles Quint, toute sa vie, même quand il a arrêté de régner à Yuste, et quand il s'est retiré, eh bien, il se souvenait que le Louvre l'avait beaucoup impressionné. Et c'est à partir de 1540 qu'il y a eu vraiment des grands travaux et que les souverains qui ont suivi, Henri II évidemment, et Catherine de Médicis ont fait de grands travaux. Puis ensuite, même Henri IV et Marie de Médicis avec des fortunes diverses, puisque Henri IV avait une tendance particulière, c'est qu'il réunissait tous ses enfants, il voulait tous ses enfants autour de lui, les légitimes et les illégitimes, ce qui énervait celle qu'il appelait la grosse banquière, qui n'était d'autre que sa femme, puisqu'elle était Médicis, elle avait amené de l'argent. Elle n'avait pas été épousée pour sa beauté, pardon, mais... La grosse banquière, Oui, c'est violent. C'est pas très gentil. Non. Et lui, il aimait surtout Gabriel d'Estrées, puis après Henriette d'Entragues. Et donc tous les enfants étaient élevés ensemble. Ce qui a rendu Louis XIII un peu neurasthénique, je veux dire, parce qu'il détestait ses demi-frères et demi-sœurs. Mais les familles recomposées, vous voyez, c'est pas d'hier, quoi. Ça date de très longtemps. Évidemment. Le Louvre a eu, alors sans vilain jeu de mots, Stéphane Chaud, il a brûlé sous la Commune de Paris. On a une gravure de l'époque, et il a été sauvé grâce à quoi, cet endroit? Des gens se sont battus pour défendre. Mais l'hôtel de ville a cramé. Il y a eu un certain nombre. Le palais de Salm-Kir, qui aujourd'hui le palais Légion d'honneur a brûlé. Il faut dire que Adolphe Thiers n'y est pas allé avec le dos de la cuillère, si vous voulez, pour mater la Commune de Paris. Et donc il y a eu effectivement un incendie. Mais par chance, les trésors n'ont pas été abîmés. Mais ce que les gens oublient, et ce que j'aime raconter dans ce livre, c'est que au fond, ça a toujours été un musée, même sous la monarchie. C'est-à-dire qu'on dit que c'est pendant la Révolution que c'est devenu un musée, mais c'est Louis XVI lui-même qui a signé l'acte qui faisait en sorte que les collections royales deviennent des collections nationales. Il s'est dépossédé des joyaux, je sais pas, on l'a un peu poussé, j'imagine, il l'a pas fait de gaieté de cœur. Mais déjà Louis XV avait entendu tous ceux qui disaient « on veut voir vos tableaux ». Donc il avait exposé les tableaux, puis on avait le droit d'aller les voir. À propos de tableau, Stéphane, ce tableau incontournable, évidemment, c'est la Joconde. Vous racontez, donc il y a des pages évidemment consacrées à la Joconde, et notamment, c'est quoi cette histoire de vol de la Joconde? Le 21 août 1911, on a volé la Joconde. Alors c'est un vitrier, un employé d'un vitrier qui était là pour protéger un certain nombre de tableaux, et donc qui a fait installer un certain nombre de vitres sur des tableaux, et puis il a embarqué la Joconde. Faut savoir que la Joconde n'était pas spécialement là. C'était alors c'est vrai que les rois les avaient même Napoléon l'avait dans sa chambre, hein. Il voulait absolument avoir la Joconde. Et on peut le comprendre. En même temps, je l'ai dit, elle a un sourire un peu énigmatique à Mona Lisa. Et donc il l'a volé, il s'appelait Vincenzo Perugia, et lui il vole la Joconde. Alors on accuse Pablo Picasso. Apollinaire a même fait de la prison. On a Guillaume Apollinaire. Le grand poète. Le grand poète Guillaume Apollinaire, pour une raison simple, c'est qu'il avait hébergé chez lui un voleur qui avait déjà piqué des statues phéniciennes. On se disait, voilà, il héberge un rustleur, un voleur, donc on va immédiatement... On l'a mis en prison, par chance, il a été libéré au bout de quelques jours. Et donc pendant 2 ans, la Joconde a disparu. Et c'est au moment où Vincenzo Perugia a essayé de vendre la Joconde en Italie que quand même il y a quelqu'un qui s'est dit mais c'est la Joconde, on connaît. On connaît cette toile. Et donc elle est revenue au Louvre, elle n'a pas été abîmée, il l'a choyée. Alors on ne sait pas s'il voulait faire de l'argent. Moi je pense que c'était un acte patriotique aussi parce qu'il considérait que ça appartenait à l'Italie. Sauf que François Ier l'avait payé. C'est pas comme ces trésors qu'on va piller. À l'époque où Léonard de Vinci, financièrement, c'était la galère. Exactement. Donc il avait acheté les œuvres de Léonard de Vinci. Donc elle appartenait à la France. Donc elle est revenue. Maintenant, elle est très protégée, mais elle est devenue star depuis 1913. Avant, elle n'était pas tant que ça.
La suite, c'est dans ce livre, évidemment, c'est passionnant, on le sait. Stéphane Bern, Les énigmes de l'histoire, édition Fayard. Vous restez bien sûr avec nous. Stéphane, parce que là, ça y est, vous allez passer sur le grill. Grâce à Mathilde Terrier, je ne sais pas si vous aimez ça, elle a ressorti les archives vous concernant. Je suis sûre que vous les connaissez par cœur, Stéphane. Et on Vous s'en êtes va- fan d'histoire. Vous connaissez votre propre histoire. Si je vous dis l'AMF, Ah oui, l'association des Amis de la Maison de France. très bien. C'est Oui. la première fois qu'on vous découvre 1985, à la oui. télévision. 85, effectivement, vous êtes le président de cette association. Entre 2 fleurs de lys et puis 3 capétiens, je crois que c'est ça. Oui. Monsieur Stéphane Bern, vous êtes le président de l'Association des Amis de la Maison de France, et à ce titre, vous êtes donc le supporter numéro 1 du Comte de Paris. N'est-ce pas un peu ringard dans la France d'aujourd'hui d'être royaliste? Aussi paradoxal que cela puisse vous paraître, je crois qu'au contraire, c'est une idée très moderne et même plus révolutionnaire. Alors, vous aviez 22 Oui, ans. oui, Pardon, oui. mais vous en faisiez quand même 10 de plus. À l'époque, Mais je suis peut-être la d'accord. faute au Mais oui. brushing. Alors Le brushing. qu'aujourd'hui, il en fait 10 de Il moins. a arrêté le Voilà. brushing comme ça. J'ai arrêté. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. J'ai été vieux jeune et je suis jeune vieux. C'est bien. Bah voilà, très bien. Je vaut mieux dans ce sens-là. C'est très Ah oui, bien. non, comme le bon vin, on se bonifie. Oui. Non, mais c'est vrai que j'avais un corset quand même là. Oui. J'étais Et- un peu ridicule. Non, Oh, vous étiez dans, vous êtes dans gentil. une niche. Voilà. Oui, waouh, waouh. Non, pas du tout. Vous étiez dans une Non, mais être niche. royaliste à 22 ans, c'est quand même Oui, une niche. oui, oui. C'est- Oh, c'est j'ai vrai. ouvert mon esprit après. Vous disiez quand même que vous étiez un royaliste de gauche. Oui. J'ai lu ça. Non, mais parce que vous comprenez, moi j'ai une double appartenance. Je suis français par mon père, donc républicain, et en même temps luxembourgeois par ma Oui. mère. Donc c'est vrai que chez nous, on a la monarchie. D'ailleurs, demain, on a un changement de règne. C'est le 3e que j'aurais vécu dans ma vie, puisqu'on a un nouveau grand-duc qui arrive sur le trône. Et donc, je suis très attaché à cette famille. Mais oui. Et donc, voilà, j'ai cette double appartenance franco-luxembourgeoise. Alors, très vite, vous devenez le spécialiste des têtes couronnées et des mondanités. On vous retrouve alors à toutes les soirées. C'était comment les 80 ans d'Edith Barclay? Non, je ne crois pas que j'ai. Ah, si si. j'y étais. Non, arrêtez. Ah bah Vous si. avez- Bah, la Mais- preuve, vous avez même, j'en- vous je avez n'en même ai- laissé un message d'anniversaire. Oui, c'est l'amnésie. C'est regarde. l'amnésie. C'est l'amnésie qui me guette. Lady Barclay. Cher Eddie Barclay, moi qui ai un peu plus de 20 ans, et ben quand même, j'ai vécu toute ma jeunesse avec les chansons françaises grâce à vous. Parce que vous avez découvert tous les jeunes talents. Mon seul regret, c'est que vous ne m'ayez pas découvert. Bah, vous y Mais étiez, je sais. Bah C'était oui, bien, ça ne vous a pas marqué cette soirée, Ah c'était non. pas la meilleure finalement. Non, mais je sais pas comment j'ai atterri là, mais l'amnésia, c'est un beau nom parce que je crois que je suis vraiment amnésique Mais maintenant. Vous avez fait tellement de choses, Mais- Stéphane. Non, mais Oui. j'ai Je me souviens. oublié, j'ai totalement Non, mais on oublie oublié des ça. trucs, ouais. Non, c'est comme j'ai fait en 89. J'ai participé à une émission avec, c'est sur la 5, je crois, à l'époque, avec Jean-Michel Blanquer. Et donc on s'est revisionné C'est quand devenu il est ministre de devenu l'Éducation ministre nationale. depuis. Moi j'ai gardé mes cheveux, pas lui. Et donc c'était très drôle parce que j'ai. Non mais du coup on s'est raconté Bah nos souvenirs. C'était drôle 30 ans après Ce ou qui avait 40 de ans. dingue dans cette archive, c'est que vous disiez que la chanson, ça vous aurait bien plu, quoi. Oui, ah ben non, là j'étais un peu présomptueux parce que s'il y a bien une chose que je ne sais pas faire, pas c'est chanter. non, je chante très faux. Mais vous allez Mais souvent. maintenant, je sais qu'avec les trucs, on peut, oui. Il vous corrige vocalement. corrige Je et crois tout. que vous aimez le karaoké. Oh, j'adore ça. Ouais. Ah, ça, c'est mais l'archive. J'ai tort. Non, j'ai pas l'archive karaoké. Ah. Par contre, j'ai l'archive Talent caché de Stéphane Bern. La danse. Ah oui. Vous maîtrisez ça, regardez la valse. C'est Ça, c'est pas sur mal. le C'est plateau franchement de thé ou café. Thé ou café. Alors par contre, en Oui. ce qui concerne les danses latino, Ah. là c'est un petit peu plus compliqué. Oui. Une petite salsa? Aucune idée de comment on danse la salsa. Vous me guidez? Franchement, Non, on vous alors, arrête plus. Non, Le je fais un merengue, tout trépide. ça, non, c'est pas encore. Prochaine étape Moi, peut-être. je vais prendre des cours, ça peut Bon, en être tout cas, utile. merci de vous prêter avec Ouais, beaucoup de c'est gentillesse Oh, et oui. l'autodérision. Bon, je pense, vous savez, il faut avoir surtout de la dérision sur soi-même. puis je trouve On que- est peu de choses, on est des amuseurs, on essaie de raconter l'histoire. Oui. Je me suis jamais prétendu historien, je suis un raconteur d'histoire. Absolument. Il faut le faire avec beaucoup d'humilité et de simplicité. Et vous le faites, Stéphane. Merci beaucoup, Mathilde. Dans cette émission, Stéphane, il y a une surprise. Alors là, ce matin, la surprise, elle fait fort. On demande évidemment des gens qui sont proches de nos invités de leur laisser un petit message. Et alors ce matin, cette fameuse surprise que vous connaissez très très bien, vraiment, vous a fait une surprise de folie. Regardez. Tu vois, grâce à Télématin, je suis ravi parce que on va pouvoir passer un peu de temps ensemble le matin,
prendre un petit déj en amoureux, ça c'est cool. Et non mais c'est bien, tu vois, parce qu'on se voyait plus. Tu travailles tellement, mon chéri, on se voyait plus. Écoute, j'ai envie de te lancer un défi pour bien commencer la journée. Soit tu nous fais une imitation de Karl Lagerfeld, soit tu nous racontes Cocktail pour les stars. C'est à toi. Alors, tout d'abord, merci Yori, le compagnon de Stéphane, qui a vu qu'il a fait une mise en scène. Je me demandais aussi pourquoi il était rasé hier. Ça lui arrive jamais. Pour faire télé matin. Alors, il y a 2 défis, soit Karl Lagerfeld ou bien j'ai pas compris autrement. Parce que j'avais une passion pour Karl Lagerfeld qui me rendait d'une certaine manière. C'est la semaine de la Fashion Week, donc ça tombe bien. Il était très gentil avec moi. Un jour, il vient, j'étais à la radio, et il me tend une enveloppe Kraft. Et il me dit, une petite chose, vraiment, vous l'ouvrirez à la maison. Alors bon, je l'ouvre à la maison. C'était la montre du Kaiser Guillaume. Comme ça qu'il vous a offerte. Comme ça, il me dit, je ne vois pas par vous qui ça peut intéresser. Et vous le faites super bien. J'adorais. Je veux bien être gentil, mais je ne veux pas que ça se sache. Ça, c'était la phrase qui me faisait hurler de rire. Et la deuxième chose qu'a dit Thierry, c'est quoi? Non, parce que... C'est une private joke entre vous? Oui, c'est une private joke, c'est que j'avoue... vous savez comment c'est quand vous faites de la télévision, au bout de 40 ans, 30 ans, 40 ans, les gens sont un peu gentils avec vous. Et donc, vous arrivez dans un endroit, les gens se mettent à... La révérence devant Stéphane. La révérence, c'est ridicule. Et juste un jour, on débutait il y a quelques années, on débutait notre relation avec Yori. Et donc, les gens arrivent. Et puis, je dis, tu vois, ils viennent même avec avec un apéritif pour nous accueillir. Et en fait, l'apéritif, c'était pour la table derrière. C'est pas pour vous? Il s'est c'est pas pour moi. Et il s'est foutu de moi. Il me dit, cocktail pour les stars. Ah, ok. Voilà le fameux la de blague, le fameux de l'histoire. Merci beaucoup à Yori. Vous avez vu le petit message, hein? Pas assez de petits déj ensemble. Vous êtes trop occupé, Stéphane. Oui, mais déjà ce matin. À cause de nous. Il dormait encore quand je suis venu vous voir. Il serait peut-être temps de se réveiller là maintenant. Très bien. Le message est passé. Donnez-leur. Merci Yori pour la surprise. Adrien, encore quelques cartes à jouer avec vous et avec Stéphane. C'est vous qui allez les tirer. Qui tire les cartes dans l'histoire? C'est Stéphane qui va non pas tirer les rois, mais tirer les reines. C'est fort à propos, puisque il y a 4 reines. Elles sont grandes, vous. Elles sont très grandes pour ce petit plateau. Elles sont immenses, très peu maniables. Mais en tous les cas, vous les reconnaissez. Trèfle, carreau, cœur, pique. Choisissez-en une. Derrière chaque reine se cache une femme qui a marqué votre vie, et certaines sont réellement reines pour le coup. Forcément, je vais vous dire la reine de cœur. Alors, la reine de cœur, regardez qui c'est. Hop, pour tourner la carte. Voilà, inversé, pardon. Voilà. Elisabeth II. C'est Elisabeth II. Alors, Elisabeth II, vous avez une relation tout à fait particulière avec elle, puisqu'elle vous a décoré en 2014. C'est vrai. Vous êtes membre honoraire de l'Ordre de l'Empire britannique. Cette rencontre, qui était assez intime, même s'il y avait des photographes et plein de gens autour. Qu'est-ce que vous en gardez, qu'est-ce que vous en retenez de cet échange tout à fait direct avec elle? Écoutez, chaque fois que je l'ai rencontrée, j'ai eu la même impression. Là, c'est vrai que c'était en particulier. J'avais la chance d'être avec mon père, c'était très touchant. Elle est un mythe vivant, donc vous vous approchez d'un mythe vivant. La femme que le monde entier connaît, 2 milliards de sujets, elle est sur les billets de banque, les pièces de monnaie, les timbres. Et quand vous discutez avec elle, c'est une grand-mère adorable qui vous pose des questions comme ma grand-mère m'en posait, vous voyez. Et donc, elle vous a dit quoi? Alors, normalement, on n'est pas censé entendre. Et elle est très civilisée parce que quand elle vous parle après, eh bien, il y a quelqu'un qui joue de la musique pour que les autres n'entendent pas. Je trouve que c'est super civilisé. Mais la discussion, c'est que à un moment, elle me demandait quelles étaient les émissions que je préparais. Je disais, mais justement, je prépare une émission sur vous. Elle me dit, mais je ne suis pas... On lui avait fait une fiche sur Secret d'Histoire. Elle dit, mais je ne suis pas morte. Et je lui ai répondu, un peu flatteur, évidemment. Mais enfin, comment voulez-vous que je réussisse 40 ans de carrière sans flatter un peu? Je lui avais dit, mais, madame, vous êtes entrée vivante dans la légende. Elle a beaucoup aimé, elle était très contente. Elle m'a beaucoup souri. Non, en français. En français. Oui. En français. En français. Elle parlait très bien français. Allez, une autre. La reine de pique. La reine de pique. Alors, de qui s'agit-il? Regardez. Ah, Marie-Antoinette. Alors, Marie-Antoinette. Pourquoi est-ce que j'ai choisi Marie-Antoinette à votre avis? Pourquoi Parce qu'elle est la star d'une exposition qui a commencé le 20 septembre à Londres au V&A. Il y a ça, bien sûr, il y a son intérêt historique. C'est pas ce qu'il voulait dire. Il y a l'exposition, mais il y a aussi un chocolat qui porte son nom. Ah oui. Et il me semble que c'est une de vos passions et une de vos... Le chocolat, oui. Ça se voit, non? Ça commence à se voir. Et les pistoles de Marie-Antoinette, c'est quoi cette histoire? Parce que de Beauvais-Galais
était le pharmacien de Marie-Antoinette, Monsieur Debauve, je crois. C'est une maison, c'est un chocolatier. C'est un chocolatier, mais à l'époque, c'était le pharmacien. Et elle avait des maux de tête. Et donc, il a constitué des pistoles. Le chocolat était très à la mode. Il y avait, depuis quelques années qu'on l'avait découvert, qui arrivait d'Espagne avant du Mexique. Et donc, on lui faisait des pistoles de chocolat au lait d'amande, d'autres avec toutes sortes de substances qui calmaient ses maux de tête. D'accord. Et donc, les pistoles de Marie-Antoinette existent toujours. Regardez. Oh non. C'est pour vous. Des pistoles. Ah non, mais j'adore ça. Ben Mais voilà. C'est tellement gentil. C'est un petit cadeau de Télématin mais pour c'est- vous. Vous allez c'est pouvoir adorable. vous régaler. Il y a vraiment les chocolats dedans. Ça n'est pas que la boîte. Parce que, oui, parce que je vous parfois, fais on- rire. Vous Les savez boîtes que le sont service tellement- public, les temps Non, mais sont durs, je sais, mais il y a les je chocolats sais. dedans. Mais alors, les boîtes sont tellement belles que je les garde toutes. Ah bah, je sais que vous êtes collectionneur Oui, de de boîtes. Oui. Bon, Et- d'un mot, parce qu'on n'aura pas le temps. Montrez-nous Alors- qui se cachait derrière les deux, par Alors, exemple. ce qui se cachait Hein, derrière les allez. deux, nous avions Claire Chazal, Ah oui, la reine du 20h. la reine du 20h. Bien Et sûr. Et de la chaîne YouTube, parce Oui. qu'elle a sa chaîne YouTube. Bien sûr, bravo. Et comme moi, oui, avec un télo, c'est eux qui votre pilotent ma chaîne. producteur a dit que vous êtes né à la télévision un soir de 20h lorsque Lady Di est Exactement, morte c'est vrai. et que vous étiez invité du 20h et que le grand public vous a découvert ce jour-là. Oh, Nana. Et Nana Mouskouri. N'oubliez pas de lui envoyer c'est le 13 octobre, son anniversaire, que j'embrasse très fort. J'avais envie que vous chantiez Nana Mouskouri, mais vous y avez échappé. Comme quoi, vous voyez. Artinoto Fengaraki. Si la lune est en papier, dis seulement un rêve et le rêve deviendra réalité. Qui Voilà. est talentueux. En grec, je pourrais vous le chanter, mais je préfère. Allez-y. Non. Artinoto Fengaraki, psiftiki akroaya, ame pisteves ligaki, thathanolalissima. Voilà, mais en plus il chante juste. Il nous a dit qu'il chantait pas juste, c'est pas vrai. Merci beaucoup Adrien, merci Stéphane, c'est toujours un bonheur de vous Mais recevoir. merci de m'avoir reçu. Les énigmes de l'histoire, le Louvre, ça vient de sortir chez Fayard. À bientôt Stéphane. À bientôt, Damien. Merci à tous.